Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Sarah Whitman, Whitman, on dit Sarah Mittenheim, ouais. Whitman, et Daniel Robin, on dit Robin, Daniel, Robin en anglais. Robin. Robin. Alors, on va commencer par les femmes. Sarah Whitman, pendant 12 ans, elle a navigué sur les mers. Elle a été témoin d'une UAP en 2003. C'est une enquêteuse depuis 20 ans. Quant à Daniel Robin, fondateur de la société Vertical Project, média, passionné d'astronomie et exobiologie, et vous êtes écrivain. Je pense que vous êtes plus connu, Daniel, que Sarah, c'est clair. Dans le Ouais, milieu je sais pas, j'ai pas, dans le j'ai domaine de pas vu. l'ufologie, je veux dire. Oui, bah, en plus, j'étais président de l'association OVNI Investigation. Ça fait 30 ans que je pratique l'ufologie, oui. J'ai écrit quelques Après, livres sur le moi, personnellement, sujet. je suis plus connue au niveau du terrain, en fait. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent parce que j'ai fait beaucoup. Et après, on m'a connue grâce à EcoEvent, hein, forcément. Alors, Ecovan, c'est quoi? En fait, j'ai cofondé, en fait, un événement en 2023 à la Sorbonne avec des participants comme Chris Mellon, il y avait Avi Loeb, plusieurs intervenants. Il y avait Jacques Vallée aussi, il y avait Christian Van Geerts, Luc Dini, Michael Vaillant, Fabrice Bonvin, Eric Zietchel, Philippe Clément, Jacques Crine. Enfin, il y avait vraiment un beau panel de personnes qui étaient présents à la Sorbonne. Quant à Daniel Robin, cofondateur de la société Vertical Project Media, elle est toujours en place. Alors, oui, alors je suis plus exactement cofondateur de cette société. Je l'ai créée avec mon amie Clarine Adjib. Donc, alors, c'est une société commerciale maintenant. Au départ, c'était pas ça. C'était un projet, une espèce de mouvement, on va dire, philosophique qui essayait de créer des passerelles entre la science et la spiritualité. Voilà. Donc, on s'intéresse beaucoup à tout ce qui est conscience, les expériences de mort imminente, les expériences supramentales, enfin, extraordinaires, enfin, voilà. Donc, essayer de créer un pont entre tout ce qui est considéré comme spiritualité et la science. Et c'est vrai que c'est là où on se rejoint, Daniel et moi aussi, parce que c'est vrai qu'à la Sorbonne, on avait créé cet équilibre entre la science et la conscience aussi, puisque Voilà. justement, voilà. Donc là, bah, vous vous êtes retrouvés, Sarah, vous avez envoyé un message à Daniel en octobre 2024 et puis vous avez fait tous les deux un livre qui s'appelle OVNI, briser le silence. Ça parle des révélations des lanceurs d'alerte, des agences de l'ombre, de la rétro-ingénierie, des entités non humaines, de l'intelligence artificielle et des armes ultra high-tech. C'est publié au Mercure dauphinois. Alors quand vous lui avez envoyé un message à Daniel, Sarah, vous lui demandez qui mène la danse et qui orchestre le schéma de la révélation, parce que tout ça, c'est venu après les révélations de 2023, je crois. C'était des révélations qui ont commencé en 2017, puis ensuite 2019. Et c'est vrai que c'était après le congrès, de la Sorbonne, mais on s'était déjà contacté auparavant. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs échanges entre nous. Et puis je laisse la parole à Daniel parce qu'il va expliquer ensuite ce qui s'est passé, puisque c'est son idée. Mhm. 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 Donc, Après, bon, nos échanges se sont intensifiés, on va dire, et puis moi j'ai trouvé ça passionnant, parce que Sarah connaît énormément de choses concernant l'UFO, tout ce qui... et en France, on a très peu d'informations fiables concernant ce qui se passe aux États-Unis et l'ufologie américaine. Donc voilà, ce livre, en fait, c'est encore une espèce de pont entre alors, je dirais pas toutes les informations parce que aux États-Unis, c'est tellement riche, c'est tellement foisonnant, il y a tellement d'informations qui circulent que bon, notre livre, en fait, ça représente une toute petite part de cette énorme information qu'on essaye de faire passer dans le domaine de l'ufologie française. Voilà. Ce livre, je ne sais pas si vous avez regardé le sommaire, mais le sommaire est très, très riche et très, très fouillé. Il y a beaucoup d'articles différents. Et là, on a fait une espèce de somme de tout ce que on peut savoir actuellement sur ce qu'on appelle la révélation ou les révélations aux États-Unis. Oui.
Sarah vous pose la question sur les tentatives d'intimidation, les menaces jusqu'aux menaces de mort sur les lanceurs d'alerte qui divulguent des informations sensibles sur les UAP. Et on se demande pourquoi toutes ces tentatives, toutes ces menaces, qu'est-ce que ça veut pas nous montrer ou qu'est-ce que ça veut pas que nous sachions? Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Je pense que effectivement, à partir du moment où voilà, il y a eu les premières divulgations, donc avec aussi David Brush qui parlait de rétro-ingénierie, donc de récupération d'engins et de corps biologiques par des complexes militaires ou industriels. Donc, il y a vraisemblablement des enjeux, on va dire, économiques et militaires qui font qu'ils veulent garder la main, en fait, sur ces technologies. C'est parce que en fait, on est un petit peu dans une compétition mondiale au niveau de ces technologies, puisque les Américains, certes, ils ont récupéré des engins, mais c'est le fait aussi des Russes et des grandes puissances comme la Chine aussi, très certainement. Et donc, du coup, c'est celui qui craquera le premier le code de ces technologies qui aura la main sur les technologies de demain. Et c'est vrai que quand on connaît un petit peu l'histoire donc, de ce qui est dit aux États-Unis, ils auraient récupéré donc un engin en 1933 en Italie à Magenta. Et à partir de là, il y aurait eu des recherches qui auraient été faites, puisque c'est les Américains qui ont récupéré cet engin, apparemment. Et donc, ils ont commencé à faire des recherches là-dessus, puis ils ont travaillé sur l'antigravité parce qu'ils ont compris que l'antigravité en faisait partie. Puis, il y a eu des programmes de recherche aussi sur la pensée, puisque apparemment, ces engins seraient pilotés éventuellement par la pensée des pilotes. Et donc, il y a eu plusieurs programmes psychiques à ce niveau, etc. Mais en fait, pour revenir à ce que vous avez dit, pourquoi de telles menaces? C'est bien parce que ils veulent garder la main sur ces technologies, parce que déjà, ça vaut des milliards. Et puis aussi, c'est dans le but militaire encore et tout. Malheureusement, ce serait bien que ce soit pour le bien commun, mais vraisemblablement, ils utilisent ça plutôt pour créer des armes. Et d'où l'enjeu du secret. Est-ce qu'il y aurait d'autres zones 51 avec ces panneaux indiquant que l'usage de la force est là, y compris la force létale, est permise? Est-ce qu'il y aurait d'autres zones 51 dans le monde? Oui, bien sûr, bien sûr. Ils Bien ont sûr, oui, plusieurs. bien Je sûr, oui. laisse parler Daniel. La zone 51, c'est vraiment la zone emblématique qui a, on va dire, cristallisé tous les fantasmes concernant les programmes secrets, les essais d'engins euh, euh, mis au point par l'US Air Force et qui aurait aussi abrité des, des engins récupérés par l'armée américaine. Mais je suis persuadé qu'il existe plein d'autres bases aux États-Unis et dans le monde Tout dont à fait. on ignore complètement l'existence. Oui, Ce il y sont a des bases qui sont totalement secrètes. tout à La fait. base 50, ce qu'on appelle la base 51, l'ARA 51, c'est vraiment la partie visible de l'iceberg. C'est vraiment. Je ne sais même pas s'il y a encore des choses, il se passe des choses extraordinaires sur cette base-là aujourd'hui, tellement elle est connue, quoi. Donc ça serait des bases enterrées alors pour pas les voir, parce que Oui, bah oui, des bases enterrées dans des endroits tenus totalement secrets, totalement secrets. Et ça, dans des endroits, ça peut être dans l'Antarctique, ça peut être au pôle Nord, ça peut être n'importe où, ouais. Ou alors sur une île perdue dans un océan. Enfin voilà, tout est possible, tout est possible. est-ce que vous pouvez nous parler de Luis Elizondo, de sa démission et peut-être un tout petit peu de son dernier livre imminent, je pense. Sarah, peut-être, puisque tu connais bien Luis Elizondo. Oui, alors c'est vrai qu'il a eu une démarche, il s'est senti obligé de démissionner parce que il s'est rendu compte que déjà la bureaucratie était contre lui. Le fait qu'il ait essayé plusieurs opérations, en fait, à un moment donné, comme il a été à la tête du programme ATIP, où on lui avait demandé de rejoindre ce programme de par ses capacités, on va dire, dans le renseignement et tout ce qu'il a, tout son background, en fait, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, on lui a demandé de rejoindre ce programme d'études sur les UAP, mais c'était essentiellement pour lui, en tout cas, tout ce qui était en rapport plutôt scientifique, c'est-à-dire
le mouvement de ces UAP, la vélocité, etc. C'est pour ça qu'il parle des 5 observables, c'est-à-dire que donc, il y a des capacités techniques de ces engins qu'il a répertoriées au sein de, de ce programme. Et au fur et à mesure qu'il avançait dans ses recherches, il s'est aperçu que quand il voulait mettre en place une opération, par exemple pour essayer de... Parce qu'on sait que les UAP sont intéressés par le nucléaire. Donc, ils ont essayé de créer ce qu'on appelle un honey trap, c'est-à-dire un piège, simplement d'essayer de piéger les UAP en mettant en scène une manœuvre militaire faite de toutes pièces avec des sous-marins nucléaires, avec porte-avions, etc., en lien avec le nucléaire, pour essayer d'attirer les UAP. Du moins, c'est le plan qu'il avait mis en place. Et puis, il s'est rendu compte que, on va dire, les officiers d'au-dessus ont refusé, finalement. Et donc, il y a eu beaucoup d'initiatives de sa part en ce sens, et il s'est rendu compte qu'à chaque fois, on lui refusait la suite. Et donc, à force, en fait, il s'est dit, c'est pas possible, il y a, on peut pas avancer, on peut pas travailler, on peut pas obtenir de réponse. Donc, il a été découragé, un peu déçu de son propre gouvernement, de la bureaucratie aussi, parce qu'il fallait toujours passer par le côté administratif à n'en plus finir. Il n'obtenait pas les autorisations. Donc, il a trouvé que c'était inadmissible. Il s'est rendu compte que il y a vraiment au sein du gouvernement un État dans l'État, dans le gouvernement américain, hein, je précise, un État dans l'État qui empêche finalement la divulgation ou d'aller plus loin dans le domaine de la recherche sur les UAP. Et c'est là qu'il a décidé de démissionner en fait parce qu'il en pouvait plus, sans compter que il avait aussi rencontré plusieurs fois euh, des gens par exemple, des fondamentalistes religieux qui sont la police élite, qui lui avaient dit de ne pas continuer à chercher parce que on a affaire à des démons, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une omerta sur le sujet et qu'ils veulent pas qu'on divulgue. Et c'est là où il s'est senti obligé, en fait, de démissionner pour essayer de passer outre euh, ce gouvernement ou cet État dans l'État pour essayer justement de divulguer au monde entier. Je voulais revenir à la question précédente qui avait trait au chapitre qui a été rédigé par Sarah, qui s'appelle Intimidation, menaces et assassinat. Je pense que c'est un chapitre qui est extrêmement important dans ce livre et qui place d'emblée l'importance du sujet OVNI aux États-Unis et même aussi en France. Donc ici, on peut penser que s'il y a une pression vraiment très importante qui est exercée sur les lanceurs d'alerte et aussi sur les témoins ou sur les gens qui s'intéressent un peu de trop près à ce qui se passe au niveau des projets noirs, enfin de la rétro-ingénierie, c'est que vraiment ce sujet est considéré comme étant très très important aux États-Unis. Et comme l'a souligné Sarah, c'est une question de récupération de technologies extraterrestres, enfin, de rétro-ingénierie. C'est-à-dire qu'à partir de la récupération d'un engin, ça peut être une soucoupe, un disque ou autre chose, on va essayer de comprendre comment fonctionne cet engin. Et puis, si on réussit à le comprendre, on va essayer de trouver des applications on pourra, par exemple, intégrer à des systèmes d'armes, par exemple. Et c'est vrai que les enjeux sont des enjeux militaires. La première puissance qui sera capable d'utiliser un UAP ou un OVNI, qui sera capable de le faire fonctionner et qui pourra mettre à bord de cet OVNI, je ne sais pas, une arme, je sais pas, un canon ou autre chose, elle deviendra maître du monde. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les ovnis, c'est des engins qui sont complètement furtifs, qui sont capables de se déplacer à des vitesses extraordinaires, d'aller à un point A à un point B en un temps record. Avoir une telle technologie à sa disposition, c'est vraiment, au sens littéral, devenir maître du monde. Alors, je ne sais pas si les Américains ont vraiment tout compris comment fonctionnaient les ovnis, ou même les Chinois, ou même les Russes, mais les enjeux sont énormes.
en termes de technologie, alors technologie est totalement disruptive par rapport à tout ce qu'on connaît maintenant dans le domaine militaire, c'est vraiment des enjeux énormes. C'est pour ça qu'il y a vraiment un secret, une chape de plomb, et que ceux qui s'intéressent à ce sujet d'un peu trop près sont en danger. C'est des gens qui sont en danger. Bon, ben, on va s'éloigner du sujet, mais on va se poser quand même la question. Parce qu'on dit que les Russes, c'est eux qui ont la meilleure arme, c'est-à-dire l'arme la plus rapide et tout. Donc, est-ce qu'ils ne seraient pas... On est encore dans le domaine conventionnel, là, hein. Les missiles qui partent soit de silos, soit de bateaux, soit d'avions. On est encore dans le domaine des armes conventionnelles. Là, si on réussit à faire fonctionner un ovni qu'on a récupéré, ou si on peut en créer un autre. Là, on passe vraiment, on fait un saut technologique extrêmement important et on n'est plus dans les armes conventionnelles. On est dans ce que j'ai appelé tout à l'heure une technologie complètement disruptive, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas connu, qui n'est pas connu. Alors, est-ce que les Américains disposent de cette technologie actuellement? C'est possible. Et qu'ils l'utilisent pas, c'est possible. Mais voilà, ce sont des enjeux de cet ordre-là. Alors, qui nous parle de l'affaire Amy Eskridge sur l'antigravité? Oui, et Amy Esbridge, elle était présidente de l'Institut Exotic Science à Huntsville. Il faut savoir que Huntsville, c'est un peu un endroit clé où il y a, par exemple, on peut avoir comme voisin le petit-fils de celui qui a inventé la bombe à neutrons. Donc, c'est simplement pour dire que Huntsville, c'est vraiment la ville où on travaillait sur les V2 à l'époque avec Van Braun, etc. Et donc, elle était présidente de Institute Exotic Science. Et c'est vrai que elle a subi des menaces régulières de type de harcèlement, parce que bon, c'est comme ça aussi que procèdent éventuellement certains services de renseignement. Ils vont commencer d'abord par des avertissements petit à petit, et puis ensuite ils vont, par exemple, ils déplacent vos objets chez vous. Vous allez rentrer chez vous, vous allez voir que les objets sont déplacés, que d'un coup, elle a retrouvé par exemple sa clé USB qui était fendue en deux, plantée dans le mur. Voilà. Ensuite, elle avait vu ses sous-vêtements aussi qui avaient été sortis d'un tiroir. Elle avait bien fermé ses fenêtres avant de partir. Elle revient les fenêtres ouvertes. Voilà, c'est des formes d'intimidation qu'elle a eues petit à petit, etc. Pourquoi? Parce que, un, elle s'est intéressée à l'antigravité. Son père était dans la NASA. Il était ingénieur à la NASA aussi. Parce qu'elle a dévoilé aussi dans une vidéo que la NASA, elle avait souvent, elle fait appel à des équipes, si vous voulez, et ces équipes vont devoir solutionner un problème qu'ils n'arrivaient pas à résoudre pendant plusieurs années. Donc, ils vont faire appel à cette équipe. Parfois, ça prend 10 ans, 20 ans. Cette équipe va passer donc 20 ans de leur vie à essayer de trouver une solution. Et donc, ils pensent qu'ils vont peut-être aussi gagner éventuellement un prix Nobel, réussir à trouver la solution. Ils donnent parfois leur vie entière ou leur carrière, parfois 40 ans, pour essayer de trouver la solution. Et au moment où ils ont quasiment trouvé la solution, la NASA ou d'autres services en rapport avec sous-jacente à la NASA vont leur dire, bon, bah, on n'a plus les finances. Désolé, on ne peut pas continuer le projet. Et en fin de compte, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser les solutions pour des blagues programmées. Et c'est un peu ce qu'elle a voulu dévoiler, et c'est un peu ce qu'elle dit, puis c'est ce que je dis, et c'est ce que j'explique aussi, entre autres choses, dans le premier tome. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle elle a été clairement ciblée, je pense, parce que déjà, elle en savait trop. Et puis, et comme je dis, à partir du moment où on risque de donner des technologies, euh, de parler d'antigravité, etc., et que ça pourrait permettre à des pays ennemis d'obtenir des réponses aussi, etc., eh bien, la personne, elle devient un danger pour la sécurité nationale. Moi, c'est ce qu'ils disent, cet État dans l'État. Et donc, elle est effectivement décédée en 2022. Elle était encore jeune. Elle a été victime aussi d'armes à énergie dirigée. Alors, la communauté ufologique française, ça peut porter à confusion ou dire oui, bon, ça peut faire polémique. Pourtant, c'est réel. Il y a eu, au sein du Congrès américain, il y a eu une audition, justement, où il parlait de ça.
ils expliquaient lors d'une commission que ces armes à énergie dirigée existent et qui peuvent influencer la pensée d'un témoin, par exemple, et le faire devenir schizophrène. Donc, c'est pas une invention, en fait, c'est bien réel. Et puis, en plus, le syndrome de la Havane, comme je l'explique aussi dans le premier tome, est bien réel et peut créer des dommages physiques, à la fois des nausées, des malaises, etc. Ça, je l'explique aussi dans le premier tome. Bon, alors, en première partie du livre, Roosevelt et la rétro-ingénierie, ça, je pense que c'est pour Daniel. Robin. Oui, alors oui, je voudrais aussi remercier, puisqu'on on l'a pas fait dans le livre, je voudrais remercier trois personnes qui ont aussi collaboré au livre à des niveaux un petit peu différents. La première personne, c'est Jean-Jacques Velasco. Bon, Jean-Jacques Velasco, je crois que c'est pas la peine de le présenter, c'était l'ancien directeur du CEPRA, service d'expertise des phénomènes de rentrée atmosphérique, qui est devenu le GEPAN, groupe d'études et d'information des phénomènes aériens non identifiés. Donc, Jean-Jacques Velasco, bon, qui a été très critiqué lorsqu'il a été directeur du CEPRA, notamment lors de la vague du 5 novembre 90, puisque lui, il était partisan, enfin, il a expliqué que les observations pouvaient s'expliquer par la rentrée dans l'atmosphère du troisième étage d'une fusée soviétique Proton. Bon, maintenant, on sait qu'il s'est passé d'autres choses. Mais ce que le public sait moins, c'est que Jean-Jacques Velasco, bon, de sceptique au départ, hein, bon, les ovnis, c'était pas trop son sujet, mais en étant, on va dire, directeur du CEPRA, il est allé sur le terrain, il a fait des enquêtes, il a rencontré des témoins, et petit à petit, son opinion par rapport aux ovnis a changé. Et il est devenu un fervent, je dirais, croyant, entre guillemets, en l'existence des ovnis. Et il s'est beaucoup intéressé au cas de Roswell. C'est vraiment un grand spécialiste de ce qui s'est passé à Roswell. Moi, j'ai fait un film avec Georges Combes, hein, qui est un cinéaste, un film qui s'appelle Le Temps des ovnis. Et dans ce film, on a fait plusieurs interviews. Et je suis allé interviewer Jean-Jacques Velasco chez lui à Toulouse. Il habite près du CNES de Toulouse. Et donc, je me souviens, il nous a fait un exposé sur ce qui s'était passé à Roswell qui était absolument stupéfiant. Malheureusement, dans le film, bon, il y a eu beaucoup de coupes qui ont été faites. Et bon, on n'a pas pu mettre toutes les informations qu'il nous a données. C'est pour ça que je me suis adressé à lui pour qu'il nous donne des informations sur Roswell. Et il a écrit un chapitre sur le cas de Roswell avec des informations inédites, des informations qui ne sont pas connues du public. Donc, sur la taille de l'engin qui se serait écrasé à Roswell, même sur le poids de l'engin, hein, il parle d'un engin qui aurait pu faire 80-90 tonnes. Sur la trajectoire suivie par l'engin, il y aurait même eu deux engins qui se seraient crashés, l'un au nord-ouest de Roswell et l'autre au sud-est de Corona, qui est une localité situé un peu plus haut au nord-ouest de Roswell. Donc voilà, dans ce chapitre rédigé par Jean-Jacques Velasco, on a vraiment des informations je dirais, de première main d'un chercheur qui est un grand spécialiste de Roswell et qui va peut-être sortir un livre sur ce sujet cette année ou l'année prochaine. Voilà. Donc je salue Jean-Jacques Velasco qui a bien voulu participer à ce livre. Je voudrais aussi remercier Fabrice Bonvin, donc, qui a aussi participé au livre et qui a écrit un passage sur la vision à distance, hein, et puis aussi notre ami Éric Zurcher qui a aussi un petit peu contribué, faisant des dessins et puis qui nous a fourni un cas, je crois, hein, Sarah. Il nous a Un donné un dessin. cas, Un un dessin. dessin et un cas, voilà. Donc voilà, alors c'est un livre qui est très riche et plein d'informations. Ouais. Et ce qui est intéressant, ce que je rajouterais aussi par rapport à Roswell, c'est vrai que dans le tome de Les Excellents, je dis que Edgar Mitchell, il avait passé son enfance dans un ranch à Roswell, justement. Et il a fait partie
des familles qui ont été menacées à l'époque par le FBI. Tout à fait. Alors, par rapport à Roswell, je voudrais aussi rajouter, ça je le dis dans le livre, et Jean-Jacques Velasco était d'accord avec moi. En fait, il y a un avant et après Roosevelt en ce qui concerne la divulgation des informations concernant les ovnis aux États-Unis. Avant Roswell, donc c'était en juillet 47, bon, l'information circulait, bon, il n'y avait pas trop de chape de plomb, les gens voyaient quelque chose, bon, les témoins pouvaient parler relativement librement. Après le crash de Roswell, bon, on sait tous que il y a eu deux communiqués. Il y a eu un premier communiqué disant que l'armée américaine avait récupéré un disque volant qui s'était crashé. Et tout de suite après, je crois que c'est 2 ou 3 jours après, il y a eu disons, un autre communiqué qui a dit non, non, c'était pas une soucoupe volante, c'était un ballon. Un ballon, bon, après on a parlé de ballon mogul, mais l'armée et le S Air Force a tout de suite démenti le fait qu'ils avaient récupéré une soucoupe. Et c'est à partir de là que date, je veux dire, la désinformation concernant les ovnis. C'est-à-dire qu'après, les ovnis, il fallait plus en parler. C'était quelque chose bon, qui n'était pas dangereux. C'était un sujet secondaire. Donc, voilà, à partir de Roosevelt, il y a eu vraiment une rupture concernant l'information qui était donnée aux États-Unis. Oui, mais pas en France. En France, il y a plein de couvertures de journaux dans les années 50, 60 là. Oui, en France, oui, on a beaucoup d'informations concernant, c'est ce que je dis souvent, les gens disent, oui, on nous cache beaucoup de choses en ce qui concerne les ovnis. Si on regarde bien, on a énormément d'informations. Moi, je dois avoir au moins 200 livres concernant les ovnis, les enquêtes sur les ovnis. Bon, on a le GEPAN, enfin, on a quand même beaucoup d'informations. Alors, est-ce qu'on a toutes les informations? Non, on n'a pas toutes les informations. Il y a des cas, notamment des cas qui impliquent les militaires, des cas qui restent inconnus. Oui, tout Alors, à le fait. 31 mai 2023, Washington, la NASA a tenu une réunion publique consacrée aux ovnis. Elle a dévoilé une vidéo montrant un ovni sphérique se déplaçant à faible altitude dans une zone désertique. Alors, la question que vous vous posez, est-ce que nous sommes les cobayes d'une nouvelle campagne d'information destinée à tester nos réactions pour préparer la population? Sarah, tu veux pas? Disons que c'est une possibilité. En fait, juste pour ajouter aussi par rapport à ce que Daniel disait, c'est vrai que euh, bon, il y a, pour nous, dans la communauté ufologique, c'est presque comme s'il confirmait ce que nous savons depuis très longtemps, puisque ça a été dit pendant des années. Hein, on avait Bob Lazar qui parlait déjà de Roswell, tu en parles, Daniel. Et on avait effectivement, on avait avec le gars de la CIA, John Lear, et tout ça. Il y avait déjà George Knapp à l'époque qui étudiait le sujet. On a énormément d'éléments américains. Euh, Toutes ces choses qui sont dites finalement au jour d'aujourd'hui confirment quelque part ce qui avait été dit déjà depuis plusieurs années. Oui, mais Hein. comme vous le dites dans votre livre, il y a ceux qui veulent connaître la vérité, ceux qui croient en leur existence, ceux qui ne pensent que tout ça, c'est pas sérieux. Pour ceux qui sont informés, mais ne veulent pas que le public le sache. Et maintenant, il semblerait qu'il y a ceux qui veulent que le public soit informé et qui connaissent des choses et qui veulent que le public soit informé. C'est-à-dire que ces révélations, elles sont aussi peut-être pour ceux qui pensent que c'est pas sérieux. Le fait que vous utilisiez le terme cobaye, est-ce qu'on est les cobayes d'une forme de manipulation, on va dire, sociologique de la part des lanceurs d'alerte, par exemple? Je ne crois pas. Je crois pas. Euh, alors, c'est difficile d'analyser la situation aux États-Unis parce que c'est une situation qui est extrêmement complexe. Schématiquement, on peut dire qu'il y a peut-être plusieurs clans au sein des services de renseignement, au sein de ce qu'on appelle les agences de l'ombre, au sein des services secrets, au sein de l'armée. Il semblerait qu'il y ait plusieurs clans, c'est-à-dire qu'il y aurait un clan qui voudrait absolument garder le secret sur tout ce qui a trait aux ovnis, c'est-à-dire de ne pas divulguer d'informations du tout.
pour des raisons qui leur sont propres, hein, qui sont peut-être très justifiées. Et puis un autre clan, entre guillemets, qui se dit, bah, est-ce que le public n'a pas le droit de savoir ce qui se passe? Est-ce que le public ne doit pas être informé de la mise en place de programmes secrets? Donc des gens qui voudraient faire passer l'information en direction du public. Et donc, je pense que la révélation américaine, qui est née effectivement en décembre 2017 avec cet article qui a été publié dans le New York Times, donc que cette révélation est révélatrice justement de cette opposition entre ces clans. Euh, et les lanceurs d'alerte, ceux qu'on connaît et qui ont témoigné devant le Congrès américain, sont des gens absolument sincères. C'est des gens qui veulent partager les informations qu'ils ont avec le public et la faire connaître un maximum de gens. Ouais. Donc il faut respecter les lanceurs d'alerte. Je pense que c'est des gens qui sont extrêmement courageux. Est-ce qu'on peut parler que ces deux personnalités importantes qui sont le colonel Karl Nell et, et Monsieur Daim Echel sont des lanceurs d'alerte? Alors ça, c'est Sarah Pardon. qui avait parlé. Colonel Nel, oui, déjà, il faut voir son cursus, hein, déjà, son CV, déjà, pour comprendre qui il est. C'est expliqué. C'est tellement long que je pourrais pas le faire là maintenant. Mais disons que c'est vraiment un très haut officier qui, effectivement, lors de la conférence SOLT, avait mentionné à une chaîne qui était directeur des programmes spatiaux en Israël. Et le souci, c'est qu'il a fait des allégations quand même assez surprenantes, puisque il a parlé de fédération, d'entités, en fait, exogènes. Il a parlé de colonisation sur Mars, il a parlé de beaucoup de choses qui sont quand même assez surprenantes et qui sont... alors, c'est vrai ils avaient essayé de le discréditer à un moment donné en disant, voilà, il est âgé, il a perdu un peu sa tête. Mais apparemment non, puisqu'il venait de sortir un livre quand même sur l'astronomie qui est quand même assez, on va dire, haut au niveau de ses connaissances, des connaissances de l'espace et de l'astronomie. Et effectivement, même le journaliste qu'il avait interviewé a dit qu'il avait clairement toute sa tête. Et là, Colonel Nell, le fait qu'il l'ait mentionné, c'est vrai que ça surprend. Donc je le signifie effectivement dans le livre, puisque je trouve qu'il fasse mention de cet homme, c'est surprenant. Donc il y a des choses encore qui n'ont pas été dites, je pense. Et qu'on va en apprendre encore Donc, cette année et certainement dans les années qui suivent. donc il y en a un qui parle d'énergie sombre, hein, de l'extension de l'univers que l'on attribue à l'énergie sombre et intrinsèquement liée à cette notion d'énergie négative pour l'un, et l'autre qui dit que les extraterrestres existent depuis longtemps sur Terre, qu'il existe une colonie d'êtres humains sur Mars, qu'Israël et les États-Unis sont des membres de cette fédération galactique, et que Donald Trump a failli en parler, mais qu'il en a été dissuadé par cette fameuse fédération galactique. Voilà. Voilà. Donc, on ne sait pas hein, ce que ça vaut, mais je me dis que le fait qu'il l'ait mentionné, c'est pas anodin. Parce que je l'ai dit, encore, il faut regarder le CV du colonel Ned. C'est pas n'importe qui. Et il a aussi, vraisemblablement, possiblement, je suis prudente dans mes mots, mais d'après Ross Coulthard, il a possiblement travaillé sur la... Il a été à des emplacements clés où ils ont pu récupérer non seulement des appareils ennemis, hein, ça c'était normal, mais possiblement aussi des appareils non Je conventionnels. pense que ça va être pour Daniel Robin la prochaine question dans le chapitre technologie et pilote Alliance. Il y a une description de ce qui n'a pas été trouvé dans les vaisseaux récupérés, ça sera à la page 45. Mais ce qui a été trouvé aussi, ils ont trouvé beaucoup de choses. Alors, oui, ça m'a paru intéressant de faire deux colonnes en quelque sorte. Euh, donc, première colonne, ce que l'on a trouvé dans les vaisseaux récupérés, ce qu'on n'a pas trouvé. Alors, la source de ces informations, la source, c'est principalement le livre du colonel Corso
qui s'appelle Le jour d'après, bon, qui est décédé, le colonel Corso, dans lequel il décrit vraiment très en détail ce qu'il y avait dans le disque récupéré à Roswell et dans d'autres endroits, parce qu'il y a eu quand même plusieurs crashs et plusieurs engins qui ont été récupérés. D'après certaines sources, les Américains disposeraient d'au moins entre 9 et 11 engins récupérés, certains en très mauvais état et d'autres parfaitement intacts. Alors, ce qui est quand même assez frappant, c'est que les descriptions qui sont faites de l'intérieur des engins récupérés, c'est vraiment, on va dire, un environnement al minima, c'est-à-dire que l'habitacle est quasiment vide. Et les sources dont on dispose se corroborent par rapport à ça. Les sources disent, oui, effectivement, on n'a pas trouvé grand-chose. Alors, dans le livre de Corso, Corso dit qu'il y avait des sièges, il y avait deux sièges par exemple, et que sur les bras de ces sièges, il y avait des espèces d'empreintes de mains, alors des mains d'extraterrestres ou des mains des pilotes, avec quatre doigts, et que comme si le pilote, il fallait que pour faire actionner le vaisseau, il mette ses mains dans ses empreintes. On n'a pas trouvé de ce qu'on appelle des manettes, on n'a pas trouvé de manche à balai, on n'a pas trouvé, on n'aurait pas trouvé de moteur, on n'aurait pas trouvé de, de boutons, de cadrans, de systèmes d'oxygène, de systèmes pour nourrir les pilotes, pour évacuer les déchets. Enfin, c'était vraiment un environnement qui paraissait au premier abord extrêmement simple. Corso décrit dans son livre qu'on aurait récupéré une espèce de bandeau, un bandeau élastique, et on suppose que ce bandeau était mis autour du crâne des pilotes, et que peut-être que le vaisseau était piloté par la pensée des pilotes extraterrestres. Bon, c'est une hypothèse, hein. Je Euh, rajouterais juste ça, que récemment, Louis Alexandre, il a parlé de technologie, on va mettre des électrodes ou un casque contenant des électrodes qui peuvent euh, piloter un drone à distance avec la puce. Je trouve Tout ça. à fait, ouais. Oui, puis alors il y a les travaux du docteur Michael Master, c'est ça, P. Master? Michael Master. Ouais, c'est ça, c'est vous, Sarah, avec les EBE, les entités biologiques Biologie. extraterrestres qui semblent être conçues par bioingénierie. Oui, alors donc, on n'a pas retrouvé grand-chose. Par contre, lorsqu'on a commencé à étudier le vaisseau par lui-même, donc la coque du vaisseau, on s'est aperçu que le vaisseau était fait de plusieurs couches de métamatériaux avec différents types de métaux, du bismuth, enfin des métamatériaux qui sont extrêmement difficiles à fabriquer sur Terre, et que ces métamatériaux étaient arrangés d'une façon géométrique particulière. Par contre, on n'a pas retrouvé de source d'énergie pour faire fonctionner ce vaisseau. Donc, je pense qu'on se demande encore comment pouvait fonctionner le vaisseau. Est-ce que ce vaisseau fonctionnait avec, on va dire, l'énergie psychique des pilotes? C'est une hypothèse qu'on peut envisager effectivement, ouais. Alors, concernant les créatures qui ont été aussi récupérées, donc c'est des créatures type ce qu'on appelle classiquement petit gris, hein, c'est-à-dire avec des têtes assez grosses, des yeux noirs un petit peu comme ça en amande, une bouche très très fine, pratiquement pas d'oreilles, avec une peau, une espèce de peau qui ressemble à du cuir, très résistante, avec un squelette assez petit, mais très résistant et puis souple, un squelette souple. Donc des créatures qui semblent adaptées aux accélérations très importantes de ces vaisseaux et qui semblent, comme le dit Sarah,
être un mixte entre des créatures biologiques et puis des espèces de créatures biomécaniques. C'est-à-dire qu'il y aurait à la fois de la biologie, de l'électronique, peut-être de l'intelligence artificielle. Enfin, ce pas des êtres vivants comme les êtres humains, par exemple, hein. Ça serait des créatures biomécaniques, parfaitement adaptées au vaisseau et faisant quasiment corps avec le vaisseau. Oui, une espèce de fusion homme-machine, comme Voilà, par les fusion progressifs du homme-machine. transhumanisme. On est en plein dedans, c'est-à-dire Tout à fait, exactement, Oui, d'ailleurs, c'est exactement. peut-être pour cette raison. C'est peut-être qu'ils ont fait des découvertes qui les ont menés à ce transhumanisme. transhumanisme. Ouais. Voilà, tout à fait, exactement. J'ai juste rajouté quelque chose concernant la révélation. Je crois que Sarah en a un petit peu parlé. En fait, bon, lorsqu'on on regarde ce que disent les lanceurs d'alerte, hein, c'est ce que je dis souvent, en fait, on n'apprend pas grand-chose. Qu'est-ce que dit David Grosh? David Grosh, il dit qu'on a récupéré les Américains ont récupéré des vaisseaux, qu'ils ont étudié ces vaisseaux, et qu'à partir de ces vaisseaux, ils ont fait de la rétro-ingénierie et qu'ils ont récupéré des créatures non humaines. Il dit même pas le terme extraterrestre. Voilà, en gros, c'est ce qu'il dit. Euh, alors, il faut savoir que ce qu'il dit ne représente en fait qu'une toute petite partie de ses connaissances, parce qu'avant de pouvoir témoigner publiquement devant le Congrès, il faut qu'il passe devant une commission, il faut qu'il présente un dossier, et puis on lui donne ou non l'autorisation de dire telle ou telle chose. Donc en fait, ce que disent les lanceurs d'alerte, publiquement, ce que nous on connaît de ce que disent les lanceurs d'alerte, ne représente qu'une toute petite partie de ce qu'ils savent en réalité. Et ça, il faut bien en avoir conscience lorsqu'on écoute les lanceurs d'alerte. Oui, parce qu'ils ont signé en fait des documents de Ils ont confidentialité, signé ce des qu'on appelle documents, des ouais, tout à fait. NDA en fait, et à partir de là, ils n'ont pas l'autorisation de pouvoir dévoiler des choses qui pourraient mettre à mal la sécurité nationale. Tout à fait. Sinon, sous Tout à peine de fait, ouais. prison, Alors, qui a parlé des armes artificielles du programme HAB Sor-A? Je ne sais pas, ça veut dire évangile en hébreu, l'arme israélienne. Ah oui, c'est quand je parlais de l'intelligence artificielle, non, c'est ça? Parce que, j'ai consacré un chapitre, on est actuellement en plein dedans, l'intelligence artificielle, ça explose. On met l'intelligence artificielle partout. Chaque jour, il y a des annonces nouvelles concernant les progrès fulgurants de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il y a un lien entre l'intelligence artificielle et les ovnis. Bon, alors c'est pas facile à démontrer. Par contre, si on reprend par exemple la source que j'ai citée tout à l'heure, c'est-à-dire que le colonel Philippe Corso, à un moment donné, il dit, lorsque on a récupéré un ovni, on a aussi récupéré dans cet ovni, dans cette soucoupe, des galettes de silicium, des galettes de silicium rondes. Bon, à l'époque, en 1947, on ne savait pas ce que c'était. Donc, ils ont commencé à regarder certainement au microscope ce qu'il y avait dans ces galettes de silicium. Et ils se sont aperçus qu'il y avait des microprocesseurs. Il y avait des microprocesseurs. Donc, à l'époque, on ne savait pas ce que c'était que les microprocesseurs. Mais petit à petit, on a commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Et puis, d'après Corso et d'après aussi d'autres sources, Jean-Jacques Velasco le dit aussi, le début de l'ère numérique, en fait, commencerait avec la récupération d'engins extraterrestres et la récupération de galettes de silicium. Et alors là, on est en plein dans la rétro-ingénierie, c'est-à-dire que tout de suite, les militaires ont compris l'importance de ces microprocesseurs. Et les premières applications issues de la rétro-ingénierie, c'était des applications militaires. Et ce sont les missiles Minuteman américains qui étaient équipés de ces premiers microprocesseurs pour guider les missiles vers leur cible. Bon, maintenant, on connaît un petit peu l'histoire des ordinateurs, de l'intelligence artificielle. Mais peut-être que, alors c'est une hypothèse, je n'ai pas la preuve absolue de ça, j'ai plusieurs sources qui vont dans ce sens, mais il semblerait que la source de ce qu'on appelle l'ère numérique et puis maintenant de l'ère de l'intelligence artificielle aurait sa source dans la récupération d'un ovni et dans l'étude de ces fameuses galettes de silicium. Ouais. C'est une hypothèse osée qui et, va fâcher et- peut-être certaines personnes, mais voilà. mais de Il toute faut le façon, dire, il faut le dire. oui, tout à fait. Et puis ces connaissances, elles découlent bien de quelque part.
Il faut bien qu'il se soit basé sur quelque chose. C'est vrai que Internet, c'était militaire. L'IA, ça a tout de suite été militarisé. L'un des fondateurs de l'IA, donc la reconnaissance faciale, c'était Woody Bledsoe. C'était en 1964 déjà. Il est à l'origine de la création de Panoramic Research, qui est devenue ensuite la Silicon Valley qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il faut savoir qu'ils étudiaient ça déjà en 1964. C'est pas sorti du chapeau. Ils ont dû très certainement obtenir des informations qui leur a permis de travailler sur ces données mathématiques, en fin de compte. Donc, ils les ont Ouais. bien reçues quelque part. Et on Il sait que faut, il l'Antiquité faut, travaillait ouais, déjà dessus dans les années 30. tout à fait, ouais. Il faut savoir aussi qu'il y a un chercheur extrêmement important qui s'appelle John von Neumann. John von Neumann, qui est un des fondateurs de ce qu'on appelle la cybernétique et des Mm. machines autoréplicantes, donc qui est l'ancêtre de l'intelligence artificielle actuelle. John von Neumann aurait travaillé sur des débris d'ovnis. Il faisait partie des programmes qui étudiaient les ovnis. Et on pense que, par exemple, son idée de cyborg, c'est-à-dire de créatures mi-biologiques, mi-mécaniques, lui serait venue en étudiant justement les créatures récupérées lors de crash. Donc ça, c'est une piste qui est très importante. Et John von Neumann, c'est pas n'importe qui. On dit que John von Neumann était plus intelligent qu'Einstein, hein. Donc c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Ouais, et puis quand on sait que Grumman, aussi Grumman qui avait travaillé sur les premiers modules sur, sur la Lune, quand ils ont fusionné avec Northrop Grumman, on sait que Northrop, Monsieur Northrop, s'intéressait aux ovnis. Il existe même une interview de Tout à lui fait, qui parle de ça. tout à fait, ouais. Ça, c'est plutôt dans le tome 2 qu'on approfondit Oui, la chose, mais en tous les cas, En ce qui concerne le transfert de technologie après ces fameux crashs, il y a aussi la fibre optique et le laser, le projet HARP, le projet Horizon, des bases lunaires, la pile atomique, et puis les entités biologiques extraterrestres viendraient d'une planète extrasolaire découverte en 1996, gravitant autour de chez nous et qui s'appellerait Zeta Reticuli. je rectifie tout de suite. Donc, c'est pas une planète qui gravite autour du Soleil, hein. C'est carrément un autre système stellaire, hein. C'est le système de Zeta Reticuli, qui est un système double. Il y a deux étoiles, Reta Reticuli A et Reticuli B. Et c'est vrai qu'on a plusieurs sources qui disent que, en fait, alors là aussi c'est compliqué, ce qu'on appelle les gris viendraient du système Zeta Reticuli, donc qui est situé, alors je ne sais plus à combien d'années-lumière, une trentaine d'années-lumière, et qui mettrait 6 mois pour aller de Zeta Reticuli jusqu'au système solaire. Il y a plusieurs sources, notamment une source inattendue qui vient de l'enlèvement je ne sais pas si vous vous souvenez, de Betty et Barney Hill. Betty et Barney Hill ont été enlevés. Et sous hypnose, Betty Hill a dessiné une carte qu'elle avait vue dans le vaisseau spatial dans lequel elle avait été enlevée. Donc elle a dessiné une espèce de carte avec des routes qui seraient empruntées par les pilotes de l'OVNI qui l'ont enlevée. Et donc, cette carte, elle a été étudiée par une astronome qui s'appelle Fisher, je crois, et elle a retrouvé que cette carte correspondait à certain emplacement d'étoiles, et la source de- enfin, d'où venaient les extraterrestres était le système Zeta Reticuli. Donc ça, c'est une source qui tendrait à prouver que au moins ce qu'on appelle les grilles viendraient de ce système stellaire. Mais peut-être qu'il y a ce que j'appelle d'autres ethnies ou d'autres races extraterrestres qui viendraient peut-être aussi d'autres systèmes stellaires, hein. Dans notre galaxie, on a entre 200 milliards et 400 milliards d'étoiles. Donc, bon, il y a de quoi faire, hein. Oui, il y a un lien entre la scientologie et le remote welding qui croit en une confrontation majeure entre les êtres humanoïdes venant des Pléiades et des reptiliens de Zeta Reticuli. Donc,
Ce zeta reticuli revient. Encore Zeta Reticuli. Ouais. Dans mon livre, je cite une anecdote. Alors, je ne sais pas si c'est une preuve, hein, c'est peut-être pas une preuve, mais dans le premier film Alien, je ne sais pas si vous vous souvenez, Alien, il y a le vaisseau spatial qui s'appelle le Nostromo. Et à un moment donné, donc l'équipage est endormi, il se réveille et l'ordinateur de bord leur dit qu'il a reçu un message venant de Zeta Reticuli. Euh, donc, est-ce que c'est un clin d'œil de Je la pense, ouais. part? On dirait bien. Voilà. En tout cas, les aliens ne sont pas très sympas dans le film. Un grand chapitre sur l'IA, sur ChatGPT, qui a passé le test de Turing sur les IA faibles et les IA fortes, sur Blackwell et le puits noir. Je ne sais pas si on peut développer. Oui, bah en fait, bon, on s'aperçoit que le développement de l'intelligence artificielle est lié aussi à la technologie ce qu'on appelle les microprocesseurs. Et le leader en la matière, c'est NVIDIA. NVIDIA, donc c'est une entreprise taïwanaise, je crois, ouais. Donc qui a développé ce qu'on appelle un GPU. Donc c'est une espèce de microprocesseur graphique qui comporte des milliards et des milliards de transistors. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un degré de miniaturisation extraordinaire. Et donc l'intelligence artificielle fonctionne en mettant en réseau ces GPU et on en met des centaines de milliers. Hein. C'est pas une dizaine, hein, c'est des centaines de milliers. Donc j'ai l'impression qu'on arrive à un moment où on va faire un saut qualitatif au niveau de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on arrive, alors les avis sont partagés par rapport à ça, mais on va bientôt arriver peut-être cette année ou l'année prochaine à créer ce qu'on appelle une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire qui sera au moins aussi intelligente que l'intelligence humaine et qui dépassera certainement l'intelligence humaine. L'IA, elle était utilisée par l'armée depuis déjà 10-20 ans, avant qu'elle soit sortie sur le marché aujourd'hui. Ça a toujours été militarisé au départ. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle vient à peine de sortir. Donc, ils ont une IA qui est déjà beaucoup plus performante. Oui, alors juste le, le GPU Blackwell, là, donc je mets l'image dans le livre, possède 208 milliards de transistors. 208 milliards de transistors. C'est absolument extraordinaire, quoi. Et quand on pense que toutes ces GPU vont être connectés entre eux, on se demande si on n'est pas en train de créer, bon, c'est une question que je pose, hein, si on n'est pas en train de créer au niveau planétaire une espèce d'entité intelligente qui serait qui naîtrait de toute cette connexion de ces GPU et puis aussi de ces data centers. Parce que dans les data centers, il y a des milliers et des milliers justement de ces microprocesseurs et de ces GPU. Est-ce qu'on n'est pas en train de créer un cerveau artificiel au niveau planétaire? C'est une question que je pose. Ouais. On parlait de la toile, hein. Il y a la toile. Vous Alors allez- c'est là où on s'aperçoit que des films comme Matrix ou même Terminator, avec Skynet, n'étaient pas tellement loin de la vérité quelque part. Suzanne Schneider est convaincue que les civilisations extraterrestres les plus sophistiquées sont post-biologiques. Et maintenant, maintenant, nous sommes les victimes consentantes des machines numériques. Ce sont nos nouveaux dieux, là, quand vous parliez de cette espèce d'intelligence supérieure à laquelle on va se connecter. Ouais, ouais. Alors ça, c'est une étude sérieuse qui a été faite par des astrophysiciens qui se sont penchés justement sur la possibilité de rencontre d'une intelligence extraterrestre. Et bon nombre de ces astrophysiciens sont convaincus que si un jour on rencontre, enfin dans l'optique des astrophysiciens officiels, hein, puisque je pense que c'est déjà fait, si on rencontre un jour une intelligence extraterrestre, ça sera forcément une intelligence artificielle. Forcément une intelligence artificielle. Et dans mon livre, je démontre pourquoi, en 11 items, pourquoi on pourrait justement être confronté à ce type d'intelligence. Ouais. Oui, c'est ce que disent certaines, quand ils se retrouvent devant des extraterrestres, ils n'ont pas d'émotion, ils ont pas, ils sont froids comme de la glace. Ouais, tout à fait. Ouais. Et la conclusion, alors bon, c'est une des hypothèses aussi que je formule dans mon livre. Alors on peut discuter, hein, mais je dis que
peut-être que justement, on a déjà été confronté à cette intelligence artificielle venant de l'espace ou d'une autre civilisation, et que cette intelligence artificielle serait peut-être en train de nous coloniser quelque part. Et que petit à petit, elle développe ses réseaux et elle se sert de nous. Elle se sert de nous. C'est ce que je dis. Bon, quand on utilise nos téléphones portables, on utilise notre ordinateur, on la nourrit quelque part, cette intelligence artificielle, et on l'aide à se développer et à mieux nous connaître et peut-être aussi à mieux peut-être nous asservir. On est en plein dans le numérique, on peut plus rien faire sans lui. Non. Alors justement, il y a aussi à la fin du livre, dans la partie Sarah, c'est le docteur Danny Sheman, Annie Sheehan, oui, qui parle des installations militaires souterraines où il y a des entités d'origine exogène qui sont détenues. Et il y a une question qui est posée, qui est en charge de votre équipe? Point d'interrogation. Et la créature répond, vous vous référez à Dieu, mais c'est bien différent de ce que vous croyez. Ça fait réfléchir. ça fait réfléchir effectivement. Là, récemment, ils ont eu une réunion donc, au sein du Capitol Hill avec des membres du Congrès. Donc, il y avait des lanceurs d'alerte, Elon, il y avait Michael Gold de la NASA, il y avait Félix Elizondo et Eric Davis aussi, qui est physicien hein, au sein de ces programmes, qui a fait des allégations parlant du fait qu'il y aurait quatre races. Il l'a dit là récemment. Donc, il y aurait donc les gris, les nordiques, les reptiliens et les mantis. Je me trouve quand même avec des gens qui étaient face au Congrès américain, donc à un des membres du Congrès comme Burlinson, et il nous dit ça carrément. Voilà, il y a quatre races. Alors là, en conclusion, l'ufologie française est à la traîne. Pourquoi? On se demande. Voilà. Parce qu'on n'a pas les moyens. On préfère faire la guerre. Il y a de très bons chercheurs en France, d'excellents ufologues, hein. C'est pas un problème d'individu. Je pense que c'est plutôt un problème de mentalité. On voit la façon dont les médias traitent ce sujet en France. Bon, alors ça a évolué par rapport à ce qu'on faisait dans les années 80 ou même avant. Mais ça reste toujours un sujet relativement marginal, et qui n'est pas du tout traité dans les médias officiels, qui n'est pas du tout... les politiques n'en parlent jamais, alors qu'aux États-Unis, les politiques en parlent, hein, on en parle au Congrès. Imaginez qu'on parle des ovnis à l'Assemblée nationale. Je veux dire, on n'est pas prêt d'entendre quelqu'un parler des ovnis à l'Assemblée nationale. Donc ça montre tout le fossé qui existe entre ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe en France. Je pense Mais que c'est pas. c'est Oui, pas que la France, hein, c'est l'Europe entière. On a peut-être des entités biologiques extraterrestres au pouvoir. Non. peut-être. Non, non, mais bon, je pense que c'est plutôt une question de mentalité. Bon, on préfère parler, je sais pas, de sujets un peu banals, alors que c'est vraiment un sujet central. L'ufologie, enfin les ovnis, c'est vraiment un sujet central. Il faut vraiment prendre conscience de l'importance de ce sujet. C'est pas un petit truc qu'on fait comme ça le dimanche pour passer le temps. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Les Américains l'ont bien compris, hein. Les Et Chinois aussi. on sait par contre que la défense française, elle s'y intéresse, hein. Oui, Parce elles qu'il y a des s'intéressent. incursions hein, dans notre espace aérien aussi, Tout à qui fait, tout à intéressent fait, énormément la défense. Mais tout à fait. voilà, ils n'en parlent pas ouvertement, c'est assez secret. Disons qu'on est le pays, on est quand même cartésien aussi. Non, ils en parlaient à une certaine période parce qu'on trouve des vidéos des émissions de télé où ils en parlaient, mais c'est fini Mais ça. c'était souvent tourné en ridicule, c'était souvent avec des rires un petit peu. Ouais, mais c'était là. C'était là. Oui, et puis je ne sais plus quel chef d'État américain, je crois, avait dit que ça serait, si on reconnaissait qu'il y avait une invasion extraterrestre, ce serait la seule façon de faire la paix sur Terre parce que tout le monde s'allierait contre ces extraterrestres. Oui, non, mais je pense pas qu'on va avoir une invasion extraterrestre, hein. Si ça devait arriver, ça aurait déjà arrivé, ils sont déjà là depuis très longtemps, à mon avis. Ouais. Peut-être depuis le début de l'apparition de la vie sur notre planète. Peut-être aussi qu'ils ont un petit peu manipulé notre ADN quelque part. J'en parle dans un autre livre. Donc, bon, envahir la Terre, je pense pas que ce soit vraiment leurs objectifs. Peut-être de la contrôler, ça certainement. Et si peut-être on fait des bêtises, peut-être que bon, là, ils pourraient intervenir. Ouais. On peut se poser la question, quand même. On peut se dire, s'ils sont là, c'est qu'il y a un intérêt. Tout à fait, ouais.
Et s'ils sont là justement juste après le crash de Roswell, c'est-à-dire où il y a eu toutes ces nouvelles technologies qui sont arrivées, ça change la donne quand même. Ça veut dire que bon, ils seraient pas là depuis la nuit des temps, mais ils seraient là depuis un certain temps, enfin moins de temps que ça. Mm. Alors, Roswell, je me suis beaucoup posé la question sur Roswell, sur les crashs d'OVNI. En fait, je me suis dit, bon, alors on parle quand même d'extraterrestres qui viennent d'une autre planète, bon, du système Zeta réticulé ou d'un autre système. Donc, ils sont capables de voyager dans l'espace. Ça suppose qu'on a une technologie qui est quand même extrêmement avancée. Et le fait que les ovnis se crachent, ça m'a toujours un petit peu gêné. Alors moi, j'émets une hypothèse, bon, ça vaut ce que ça vaut. Je pense que ce sont de faux crashs. En fait, peut-être qu'ils nous ont fait des cadeaux. Ils nous ont dit, bah voilà, on vous donne ça. Bon, c'est des miettes en fait pour eux, hein. Et puis, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, voilà. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment des crashs, c'est-à-dire que des ovnis ont été abattus ou ont eu des défaillances techniques et se sont crashés? Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, ouais. Mais Alors je sais, s'ils ont trouvé ouais, des EBE, là, des entités biologiques extraterrestres, s'ils les ont trouvés, c'est qu'il y avait quand même oui, dedans. oui, mais c'est pas des êtres, on va dire, biologiques comme nous. Ce sont des êtres biomécaniques qui ont peut-être pas forcément beaucoup d'importance pour eux. Par contre, alors il y a une autre hypothèse, c'est le fait que les ovnis seraient très sensibles à l'explosion des bombes nucléaires. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une bombe nucléaire qui explose, ça dégage aussi un champ magnétique assez puissant et ça pourrait perturber les systèmes de navigation des ovnis. C'est pour ça que Ouais. les ovnis surveilleraient nos installations militaires, surveilleraient nos essais nucléaires pour savoir où on en est et quelles sont nos capacités de destruction par rapport à ces armes. Ils seraient peut-être sensibles, enfin leurs instruments ou les vaisseaux seraient peut-être sensibles aux explosions nucléaires. C'est quand même du nucléaire, c'est-à-dire que ça doit dépasser, ça doit se propager très loin aussi. Oui, en plus, oui, parce que bon, c'est quand même, on touche au cœur de la matière, hein, c'est une désintégration du noyau atomique, hein. Donc ça génère des énergies absolument colossales. Donc ça perturberait aussi quelque part la trame de l'espace-temps. Au Mercure dauphinois, OVNI au pluriel, briser le silence de Sarah Whitnam et Daniel Robin, qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer? Oh, je dirais déjà que par rapport à la divulgation américaine, évidemment, on doit garder une certaine prudence, hein, puisque c'est quand même des gens, des renseignements. Il y a beaucoup de choses qui sont dites. On peut aussi, on voit bien qu'il y a une partie des lanceurs d'alerte qui sont très sincères, mais on n'est pas à l'abri non plus d'avoir aussi de la désinformation, puisque on sait qu'il y a des groupes occultes qui finalement ne souhaitent absolument pas qu'on puisse divulguer. Donc ils peuvent aussi essayer de désinformer et puis d'apporter d'autres éléments, etc. Donc une certaine prudence vis-à-vis de ça. Ensuite, je pense que de toute façon, on entre dans une ère où on a eu suffisamment de films, de documentaires sur le sujet. La population est quand même relativement bien informée aujourd'hui, même si ça ne fait pas l'unanimité et qu'on reste malgré tout un petit groupe. On est une minorité face à la majorité, évidemment. Mais il n'empêche que, voilà, je pense que de toute façon, on va devoir s'y préparer puisqu'on entre un peu dans le domaine quantique aujourd'hui et qu'il est fort possible qu'on fasse de nouvelles découvertes qui vont nous amener à comprendre qu'il est fort possible qu'il y ait d'autres intelligences. Donc, quelque part, c'est important de s'y préparer. Voilà. Merci, Sarah. Je crois qu'il y aura un deuxième tome, Daniel. Oui, alors en conclusion, bon, le but de notre livre, enfin un des buts de notre livre, c'était de sensibiliser le public français à ce qui se passe aux États-Unis. Et je pense qu'il faut suivre de près toute l'actualité ufologique aux États-Unis. Je pense que bon, ce qu'a dit David Grush, ce qu'a dit Louise Elizondo et d'autres lanceurs d'alerte, c'est peut-être que le début de quelque chose de beaucoup plus important. Donc il faut vraiment être très attentif à ce qui se passe aux États-Unis. C'est pour ça que nous, on suit, et Sarah suit de façon très attentive ce qui se passe là-bas. Je pense qu'on va vers la révélation de choses encore beaucoup plus importantes, ouais. Donc voilà,
c'est passionnant et on, on a encore peut-être d'autres livres à écrire sur ce sujet. Il y a un tome 2 qui est en préparation, effectivement. Il y a une traduction, donc je suis en train de travailler sur une traduction Oui, il y a une traduction, Sarah est en train de... parce que c'est Ouais, c'est important ça. aussi de toucher l'Europe aussi, que ce soit les Mhm. Allemands, que ce soit bon, l'Angleterre ne fait plus partie de l'Europe, mais malgré tout, elle est très impliquée aussi, et que ça touche aussi tout un public italien, espagnol, etc., qui parle anglais et qui savent lire l'anglais aussi. Ok, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Merci Merci. de nous avoir invités.